Je m'appelle Stéphane Le Yarrick, j'ai 34 ans. Je suis aventurier à vélo, ancien sportif de haut niveau. J'étais le premier homme à avoir traversé l'Himalaya népalais en VTT. J'ai fait Paris-Dakar en vélo. Je pars 120 jours, j'ai 60 kilos de fringues pour des enfants dans les bidonvilles de Katmandou. C'est cool de se mettre des cartons en Antarctique, mais si t'as rien à raconter derrière, l'idée c'est de faire des documentaires à chaque fois, d'écrire aussi quand c'est possible. Si tu crées pas de contenu aujourd'hui, tu sers à rien, quoi. L'idée c'est d'y aller, quoi. Une fois que t'es parti, tu réfléchis sur le chemin. De toute façon, t'as toujours l'aventure qui va te rattraper. Je sais qu'à un moment donné de ma vie, même une seconde, un millième de seconde, j'ai été heureux. L'aventure, c'est se perdre. Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Et un énorme merci aussi à Sylvain qui a œuvré dans l'ombre pour effectuer le montage de ce magnifique épisode. Il voulait rester caché, il faut rendre à César ce qui leur appartient. Alors Sylvain, merci. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode et évidemment de retrouver un invité qui va nous en dire plus sur qui il est, ce qu'il fait dans la vie. On sort un petit peu des sentiers battus aujourd'hui, des sportifs professionnels. On revient un petit peu vers les aventuriers et c'est pour moi un honneur de recevoir Steven. Salut Steven. Salut, très content d'être sur ton podcast et de parler. Ouais, tu parlais de sentiers battus, on va parler un peu vraiment loin des sentiers battus même. Super. Écoute, moi ce que je te propose pour commencer tout de suite, je pense que tu feras mieux ton introduction que moi, c'est que tu nous dises un petit peu qui tu es, quel âge tu as. Alors évidemment, on a compris que tu étais un homme, mais quel âge tu as, ce que tu as fait dans la vie, ce que tu fais maintenant, et puis après on arrivera aux questions. Je te demanderai un petit peu comment tu as découvert le sport, et puis on en arrivera à la partie vraiment corps de ce podcast, à savoir comment tu finances tes aventures. Mais déjà, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Je m'appelle Stéphane Le Yarrick, j'ai 34 ans, je suis aventurier professionnel. Alors ça veut dire quoi, aventurier professionnel? Ça veut dire que mon métier c'est de me rendre dans des endroits assez reculés sur la planète, voire pour ne pas dire les plus reculés du monde, même si c'est pas toujours vrai. Les plus reculés du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai été le premier homme à avoir traversé l'Himalaya népalais en VTT sur la trace du Great Himalaya Trail. Il y avait 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif. J'ai fait Paris-Dakar en vélo, 5600 km en 20 jours. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. J'ai une vingtaine d'expéditions plus ou moins longues à mon actif, des records à vélo. Et le plus souvent, je suis aventurier à vélo. Alors, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai commencé le sport en compétition, j'avais 5 ans et demi. Et j'ai continué la compétition jusqu'à 2010 où j'étais au niveau où, enfin, c'était mon métier, mais j'avais pas une licence de cycliste professionnel, mais c'était mon métier quand même. Donc, je faisais 20 000 km par an, mais je faisais des courses et professionnelles et amateurs. Et j'étais sur le calendrier continental, donc voilà, des courses surtout en Europe et en France. Donc voilà, et un jour j'ai tout arrêté pour devenir communicant jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio où je m'occupais d'athlètes, de marques, de personnalités, mais notamment de l'équipe de France de triathlon. Et après les Jeux à Rio, j'ai tout arrêté parce que j'ai
j'étais pas forcément heureux. J'étais même un peu mal dans ma peau et dans ce que je faisais parce que je me rendais compte que c'était les miroirs de ce que j'avais pu être par le passé, c'est-à-dire des athlètes omnibulés par la performance, mais surtout par la notion de résultat et c'est hyper dur d'avoir d'avoir des athlètes qui sont des athlètes, des superman du sport, hein, les triathlètes, et voilà, qui ont des difficultés pour prendre du plaisir, mais surtout pour financer leur carrière et plein d'autres choses, mais surtout avoir des résultats, la frustration, etc. Et puis tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc voilà, j'ai tout arrêté. Je suis parti 120 jours au Népal. J'ai failli rentrer en monastère, voilà, pour un certain temps. Donc j'ai passé du temps quand même en monastère. J'ai passé du temps. J'ai rencontré Mathieu Ricard notamment, un moine bouddhiste assez connu dans le monde entier. Et j'ai fait de la méditation silencieuse. J'ai fait 2 expéditions avec plusieurs 6000 mètres, des sommets à 6000 mètres dans la vallée de l'Everest. Et voilà, je suis revenu et depuis j'ai décidé d'aller au bout de mes rêves. Ça fait 3-4 ans maintenant. Bon, une belle présentation. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça. Alors déjà, tu te définis comme un aventurier professionnel. Moi, tu sais, je suis un tout petit peu plus vieux que toi, mais ce qui résonne dans ma tête quand j'entends aventurier, c'est Indiana Jones, c'est le prof d'université ou en tout cas quelqu'un qui gravite autour de la culture, quelqu'un de très, comment dire, de très cultivé, qui enseigne et puis à ses heures perdues, qui part à l'aventure, qui va découvrir, comme tu l'as dit, des contrées très retirées. Euh, Est-ce que finalement c'est un petit peu comme ça que tu te définirais aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui part à la découverte avec dans Indiana Jones il a un but, hein, c'est de trouver le Graal et puis évidemment avant les méchants, hein, Ouais. c'est la théorie du héros. Toi quel est ton Graal en fait? Quel Graal tu vas chercher quand tu pars en expé? La découverte, en fait, je pense on devient soit explorateur ou aventurier parce qu'on a une insatiable envie de découverte, que ça soit des autres, mais aussi de notre territoire, qu'il soit français, européen ou mondial, et d'aller ouais, à la rencontre de soi-même déjà, et puis de raconter des histoires aussi. Parce que c'est cool de raconter des histoires, mais si elles servent à rien ou si t'as jamais vu, moi j'ai rencontré beaucoup d'écrivains en festival de films d'aventure, des romanciers notamment, qui m'impressionnaient beaucoup parce que ils faisaient des romans ou des policiers ou des best-sellers, enfin vraiment des gros livres qui sont super vendus, sans avoir jamais, par exemple, un best-seller sur le Groenland, euh, une écrivaine qui avait jamais été au Groenland, qui avait jamais été au pôle Nord, des plein de choses comme ça. Et moi, mon truc, c'est justement d'aller, quoi. C'est d'y aller, d'explorer, de tester, de m'aventurer, et puis après d'en faire quelque chose. Donc, essayer de transmettre quelque chose, laisser une trace. Moi, l'idée, c'est de faire des documentaires à chaque fois, d'écrire aussi quand c'est possible. Et voilà, d'essayer de faire rêver les gens à travers mes réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez facile de ce côté-là, et puis de produire des documentaires et de les vendre à la télévision notamment, mais aussi sur la télé à la demande, et puis ouais, les plateformes de diffusion. Donc voilà, aventurier, oui, historiquement, les explorateurs, Christophe Colomb, Vasco de Gama, enfin Magellan, il y en a eu des centaines et des centaines, mais les plus connus, Saint-Exupéry et tout ça, bah, ils avaient de l'argent, soit l'aéropostale, soit c'était l'État, soit c'était les rois à l'époque, avant, et ça a toujours existé, en fait, les grands explorateurs. Alors, soit c'était des fils d'eux, ou des grands entrepreneurs aussi, voilà, soit des scientifiques, parce que voilà, la science, elle a été extrêmement présente dans l'exploration, ou plutôt l'exploration a été très présente dans la science. Mais voilà, l'idée, c'est d'en tirer quelque chose, hein. C'est cool de se mettre des cartons en Antarctique, mais si t'as rien à raconter derrière, enfin moi en tout cas, je vois pas l'intérêt. Après, si c'est ton plaisir personnel, c'est cool. Mais moi, j'y prends pas beaucoup de plaisir à faire déjà des trucs tout seul, c'est dur, mais si t'en fais rien, c'est chiant, quoi. T'es athlète, quoi, en gros.
Ouais, alors je te le disais en off, hein, on en reparlera tout à l'heure, mais ça, ces épisodes et notamment celui qu'on est en train de faire ensemble, ça va être un petit peu mon coaching personnel. Alors je le prends pour moi et tu pourras m'expliquer un petit peu ce que c'est que d'être aventurier professionnel. Revenons un petit peu d'abord sur ton passé. Tu nous as dit que tu as commencé la compétition à 5 ans et demi, ensuite tu as évolué vers le sport de haut niveau. Donc si j'ai bien suivi, tu étais cycliste. Ouais. Finalement, comment est-ce que tu as basculé du gamin de 5 ans et demi qui commence à faire du vélo, à prendre des roues pendant que tu faisais des études, et puis après à sportif professionnel? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Moi, moi j'ai une super franchise vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que je vais pas dire que j'ai jamais eu envie d'être athlète professionnel. Moi, j'ai toujours rêvé d'être athlète professionnel, en fait. J'ai toujours rêvé de devenir ce que je voyais à la télévision. En fait, c'était ça mon truc de départ. Je voyais Richard Virenque, Laurent Jalabert, Lance Armstrong. Enfin voilà, j'en ai vu d'autres, Marco Pantani et tant d'autres qui faisaient rêver des foules et des foules. Et je me disais, putain, c'est quand même cool de donner des émotions extraordinaires à des gens juste en faisant du vélo. Donc un truc que j'adorais quand même depuis tout petit, quoi. C'est-à-dire qu'en jouant, parce que même si le vélo, c'est pas un jeu, je dis toujours ça, le vélo, bon, tu joues au rugby, tu joues au football, tu joues au golf, tu joues au tennis, tu joues au basket, mais tu joues pas au vélo, quoi. C'est comme la course à pied, la boxe, tu joues pas à la boxe, tu joues pas à la course à pied. C'est pas un jeu, quoi. Et du coup, ouais, moi, l'idée, c'était d'aller au bout de ce rêve, quoi. Donc, j'ai bossé dur, j'ai fait sport-études, voilà, à 17 ans, je rentre en sport-études en Normandie, dans un sport-études qui a accueilli des athlètes qui sont aujourd'hui encore dans le peloton professionnel, notamment Guillaume Martin, qui est presque top 10 du Tour de France cette année, mais aussi Michael Cherel et tant d'autres. Mais ouais, l'idée, c'était de réussir en fait. Pour moi, cette réussite dont on parle tant dans la vie, bah moi, elle passait par là, par devenir coureur ou athlète professionnel, mais c'était coureur pro, ouais. Donc voilà, j'ai bossé dur. Je sentais petit à petit que c'était de plus en plus dur et puis que j'étais pas fait pour ça aussi parce que je me suis rendu à l'évidence après quelques années quand même que bah, c'était trop dur pour moi. J'avais du mal à m'adapter, j'avais du mal à être en groupe, j'avais du mal à écouter les ordres qui, pour moi, certains, et beaucoup même, étaient injustes ou complètement cons. Et voilà, avec le caractère que j'avais et que j'ai toujours, hein, bah, c'était très difficile de m'intégrer dans une équipe. Et puis ouais, j'étais une étoile. Ouais, un espèce de satellite autour d'une planète qui était mon équipe ou le monde du vélo, tout simplement. Alors tu parles d'ordre parce que pour toi, les instructions, les recommandations du staff, des entraîneurs, c'était vraiment des injonctions d'effectuer les choses et pas juste des directions ou des conseils? Euh, ouais, pas toujours évidemment, mais en fait, les moments où c'était dur de les recevoir, c'était toujours des moments où j'avais pas du tout envie de les recevoir. C'est-à-dire, par exemple, pendant une course où le mec il te téléguide totalement et il s'adresse à toi comme si t'étais une merde, quoi. Il te parle, c'est qui le gros en queue de peloton, c'est qui machin, c'est barre-toi, vous faites chier, voilà. Et en fait, des trucs qui n'arrivent pas dans le monde du travail, en tous les cas, pas si violemment. Et je prenais ça des fois comme des trucs, déjà, un, tu te prends pour qui? Deux, je suis à fond. Et trois, ferme ta gueule parce que sinon je vais descendre à la voiture et je vais te casser un bidon sur la tête, quoi. Et c'est arrivé deux, trois fois que je descende à la voiture et que je fasse n'importe quoi parce que je me disais, ce mec se rend compte, et peut-être c'était pour moi, pour l'équipe aussi, est-ce qu'il se rend compte que si je suis pas devant, c'est que j'arrive pas à être devant. Si j'arrive pas à attaquer, c'est que j'arrive pas à attaquer. Tu vois, ce truc de putain, fait chier, c'est dur, quoi. Et ce truc de robotisation de la pratique, parce qu'on a beaucoup parlé de dopage dans le monde du vélo, mais le vélo, c'est quand même un truc où c'est de la boxe, t'es dans les cordes, sauf que des fois, t'as 180 mecs qui sont sur le ring, quoi, qui te mettent des coups parce que t'en as des fois 150, 160 qui sont plus forts que toi, et tu te dis, mais je suis nul, quoi.
Et en fait, ce truc, c'est un apprentissage d'apaisement aussi, de se dire, ouais, ça va aller mieux dans une heure. Ça m'a appris ça dans la vie. Et ouais, t'inquiète pas, ça va aller, ça va revenir, les sensations, elles vont revenir. Mais voilà, plutôt que de nous dire ça, des fois, certains managers, hein, c'est pas du tout. Ce que je dis là, hein, ça concerne pas du tout tous les managers, tous les directeurs sportifs, ni toutes les équipes, ni tous les moments que j'ai eu dans le vélo. Mais il y avait des moments où ça me rendait complètement fou que quelqu'un soit complètement inhumain et ne se rappelle pas, parce que pour la plupart, certains ont été coureurs, et comment c'est dur de faire du bike et à ces vitesses-là, quoi. Et puis voilà. Donc ouais, quand tu te retrouves sur des courses en Italie ou contre des Russes et les mecs ils ont pas à manger chez eux et ils ont plus faim que toi, bah ouais, tu te prends des cartons quoi. Donc ouais, faut apprendre à avoir faim quoi. Donc du coup, comme tu voulais apprendre à avoir faim, bon, hormis le passage à la FF3 où tu as fait de la com pour l'équipe de France, tu t'es décidé à crever la dalle en tant qu'aventurier, c'est ça, non? Ouais, c'est pas pareil parce que quand je, par exemple, quand je pars dans ce Katmandou, ce que j'adorais faire au début, c'était de me perdre en fait. Je prenais des local bus et je me perdais. Je me trompais de bus ou je faisais exprès d'aller au terminus du bus et je repartais à pied, j'allais grimper une colline. Et ce truc-là va expliquer ça à un entraîneur de haut niveau que, oh non, aujourd'hui, je me suis un peu perdu. Moi, je faisais ça, mes entraîneurs, quand ils m'envoyaient une séance à faire de 5 heures, des fois, j'allais jusqu'au Ventoux. Je vivais à Avignon avec mon ex-copine et j'allais jusqu'au Ventoux et je revenais, quoi. Ça faisait 7h30 de vélo et il regardait sur le plan, mais il me dit, t'as fait 7h30. Je dis, ouais, je me suis un peu perdu. Et il me disait, mais mec, tu te perds toutes les semaines, quoi. Arrête de faire des trucs comme ça. Et en fait, ce que j'adore, c'est me perdre, en fait. C'est me perdre dans des univers que je connais pas et pour me retrouver moi-même. Donc, c'est ce que je fais, en fait. L'aventure, c'est se perdre et c'est ça, explorer, c'est se perdre. C'est pas prendre des chemins tout tracés ou être sur une trace. Ça a pas de sens. C'est cool, hein, c'est bien. C'est l'aventure, j'appelle ça l'aventure de salon, en fait. C'est l'aventure où tu es téléguidé, où tu suis un truc et c'est cool, mais t'es pas vraiment en danger. Voilà, c'est pour moi les débuts, c'était un peu comme ça, quoi. Première fois, je fais Brest-Bonifacio pour promouvoir la bienveillance cycliste automobiliste. Tu vois, je finis par le GR20. GR20, c'est extrêmement dur, hein. Je trouve que c'est extrêmement dur. Pour moi, c'est pas du tout grand public, mais il y a énormément de gens qui le font chaque année. Et j'avais fait ça. Mais c'est un chemin où il y a marqué GR et tu suis le GR, quoi. Mais après, quand tu es perdu à Katmandou, que tu es perdu dans la vallée de Katmandou, la vallée du Khumbu, bah, c'est un tout petit peu moins barriéré ou un tout petit peu moins aiguillé, quoi. Donc voilà, c'est ça l'aventure aujourd'hui et c'est ce que j'adore faire. Même si je prépare tout, je calibre beaucoup de choses dans ce que je fais, je suis obligé. Parce que quand tu vas de Paris à Dakar en vélo, quand tu traverses l'Himalaya, évidemment que tu es obligé de tracer un truc et que tu sais à peu près où tu vas, voir bien où tu vas. Et pour les aventures que j'ai à l'avenir, c'est encore plus costaud. En fait, plus le terrain est hostile, plus il faut travailler à l'avance. Donc voilà, ouais, l'aventure, c'est se perdre. Ok, bah écoute, ce que je te propose, c'est que si un jour on a l'occasion de se croiser, t'en parles à mon épouse, parce qu'à chaque fois, elle a le rire facile quand je lui dis que je pars courir une petite heure et que je me paume volontairement et que finalement je fais 25 bornes. Ouais. Donc ce serait sympa que tu lui en parles. Ah ouais, mais t'as un problème de Garmin, toi aussi, t'as un problème de GPS. Tu sais, il y a une fonction qui est retournée à votre départ le plus rapide, mais tu dois pas la connaître, hein. C'est ça. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Non, plus sérieusement, donc sportif, enfin cycliste professionnel. Donc si j'ai bien compté, à 24 ans, tu plaques tout parce que tu supportais plus cette ambiance dans le peloton. Et puis là, tu reviens à tes premières amours sur la com et tu fais, tu te lances un petit peu dans le salariat pour la Fédération française de triathlon, c'est ça? Non, pour répondre à ta question, non, c'était pas salarié. Moi, j'ai pas forcément voulu être salarié. D'ailleurs, je me suis souvent refusé. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas réussi à être salarié.
Alors, je sais pas si c'est un mal ou un bien, mais en tous les cas, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme depuis tout petit. J'ai toujours été un peu manager, un peu leader. Enfin, c'est pas de l'arrogance de dire ça, mais j'ai toujours été le goûter. Voilà, j'ai toujours été là à conseiller, à machin, être un peu créatif, et à vouloir un peu être le chef, mais pas non plus trop, quoi. C'est vraiment mon éducation qui veut ça. Et non, j'avais monté ma boîte. En fait, j'avais monté ma boîte qui s'appelait SL Bike et c'était une marque de vélo urbain de fixie à l'époque. Et je les designais, je les vendais, notamment en région parisienne, beaucoup dans la com et dans la publicité. Et voilà, je faisais ça pour payer mes études aussi. Et puis ça a été l'objet de mon mémoire de fin d'études. Et ensuite, j'ai monté une autre marque. Et après, j'ai arrêté parce que j'arrive. En fait, ça n'avait pas de sens pour moi de vendre de la ferraille et tout. Voilà, j'ai arrêté ça après 3 ans. Et puis parce que ouais, je sais pas, j'arrivais pas à avoir la grosse passion. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait du consulting pour des marques. J'ai fait beaucoup de community management, de être chef de projet sur des projets digitaux, de monter des sites, monter des campagnes, etc. pour des marques comme Skoda, enfin d'autres marques, des marques de sport aussi, des personnalités politiques, sportives, etc. Et un jour, je vois une offre d'emploi, Fédération française de triathlon, donc j'ai postulé. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été, ouais, que j'avais pas fait un entretien d'embauche. Du coup, je fais, et puis ça s'est bien passé. Donc, je suis embauché dans l'optique des Jeux Olympiques de Rio, quoi, qui était 2 ans plus tard. Et voilà, et j'ai fait 2 ans de salarié à la Fédé, et puis j'ai fait le maximum. Enfin, c'est une association, mais c'est des petites startups quand même, les associations, enfin, les fédérations en France. Et du coup, voilà, j'ai appris un autre monde, et puis surtout, j'ai rencontré des athlètes extraordinaires, notamment de l'équipe de France, mais aussi d'autres nations à travers le monde, quoi, sur des compétitions françaises et internationales. Donc voilà, et après les Jeux, ouais, j'ai décidé d'aller au bout de mes rêves un peu. Nickel. Je sais plus quel écrivain, quel penseur disait que il faut jamais atteindre le bout de ses rêves parce qu'il faut toujours continuer à rêver toute sa vie. Donc toi, Ouais. tu vas sur des expés, tu arrives à toucher le point que tu t'es fixé, mais tu reviens quand même et tu remets ça. Et donc t'as jamais atteint tes rêves pour l'instant. Bah, mon premier projet, la traversée de l'Himalaya, je l'ai appelé Rêve d'Himalaya. Parce que je rêvais d'Himalaya, en fait. C'est pas question de traverser, de machin. Bien sûr que je fais un départ, une arrivée, mais c'est tout ce qui est sur le chemin qui m'intéresse. C'est tout ce que je vais vivre. C'est toute cette rencontre avec moi-même, avec les autres, avec un terrain qui est complètement hostile ou parfois complètement, ouais, complètement féerique, et d'autres fois complètement délabré, complètement, ouais, c'est dénué de toute forme d'habitation et d'humanité, parce que quand tu es au-dessus de 5 000 mètres, voilà, ça commence à être costaud. Et puis après, quand tu dépasses 5 500, 6 000, là, tu es sur des territoires où on n'est pas forcément les bienvenus. Du coup, c'est ça qui m'intéresse. Moi, aller au bout du Great Himalaya Trail, évidemment, quand je suis arrivé à la frontière indo-tibétaine, enfin, c'était ouf d'avoir fait 2 000 kilomètres, mais c'est tout ce que j'ai vécu, quoi. Parce que bien sûr que j'aurais été déçu si j'avais pas réussi, parce que j'essaie d'aller au bout de tout ce que je fais. Parce que pour moi, c'est la fierté, c'est ça aussi, c'est d'aller au bout des choses. Mais des fois, quand tu vas au bout de quelque chose et que c'est pas assez pour réussir ce que tu veux, c'est comme c'est arrivé dans le vélo, bah t'arrêtes, et puis voilà, quoi. C'est ça, simplement, quand le bout de ton maximum du truc, ça suffit pas par rapport au barème, tu vois, ce qu'on appelle le plafond de verre, hein, que ça soit dans une entreprise, dans ta carrière, et que tu tapes la tête, enfin, bah, change de job, ou change de vie, ou change de truc, parce que si tu n'y arrives pas pendant 20 ans, c'est qu'il y a un truc, ou si tu es malheureux, t'as qu'une vie, en fait. C'est ça le truc. C'est premier truc à se dire, c'est un truc de mec bourré, mais le truc de on n'a qu'une vie, tu vois, c'est vrai. On n'a qu'une vie, donc tu choisis, quoi. Après, c'est comme dans Sonic, hein, sauf que là, t'en as qu'une, t'en as pas trois, quoi. C'est ça. Bon, après, s'il te faut 20 ans pour te rendre compte que c'est pas la bonne vie ou alors que tu tapes le plafond de verre à chaque fois, il faudrait peut-être quand même que tu réalises un peu plus tôt. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, bah, moi, j'ai vu des gens qui avaient 75 ans, qui étaient multimillionnaires, et je les rencontrais
dans les monastères ou sur la vallée de l'Everest. Et c'était la première fois qu'ils allaient au bout de leur rêve parce qu'ils ont fait plein de fric parce que toute la vie, en fait, on te met dans un tunnel qui t'oblige à faire des hautes études parce que maintenant c'est un peu plus à la mode, hein, les métiers manuels, mais être charpentier, boucher, menuisier ou mécanicien, enfin, ça a jamais été un truc à la mode, hein, en France, hein. C'est hyper bien vu de le faire en Autriche, en Allemagne ou dans d'autres pays ou en Suisse. Mais ici, t'es un clochard, quoi. Tu fais ça, c'est des études de merde, quoi. Alors tout le monde veut être scientifique. Alors on a des très bons scientifiques, mais en fait, on va tous dans le même tuyau, quoi. Moi, heureusement, j'étais nul en mathématiques, en sciences et tout ça, ça fait le tri direct, mais voilà, moi je me faisais chier à l'école, donc je pense à autre chose, tu vois. Et mon échappatoire, c'était le vélo, quoi. C'était le vélo, donc du coup, j'ai fait mon truc, mais non, non, il y a des gens qui décident, qui savent même pas ce que c'est un rêve ou ce que c'est le bonheur. Une fois, je demandais à mon père, est-ce que t'es heureux au moins? Et il me dit, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et il y a beaucoup de gens qui me disent ça, en fait, qui me disent, en fait, qui me font comprendre que je connais rien de la vie, parce que, euh, parce que ça veut rien dire le bonheur. Mais je l'ai touché, tu vois, je l'ai touché du bout des doigts et je l'ai vu, je l'ai senti. Donc, je sais à peu près ce que c'est. J'ai pas de leçon à donner, mais je sais qu'à un moment donné de ma vie, même une seconde, un millième de seconde, j'ai été heureux, tu vois. Donc je peux le reproduire. Et quand tu sais ça, mais c'est sûr, quand tu es dans un tunnel où tu fais des hautes études, des machins, tu gagnes du fric et t'arrives à un moment, tu te dis putain, mais ça fait quand même 30 ans que je me fais chier, hein. Ouais, mais je prends quand même 10 plaques par mois, il va peut-être falloir. Bah ouais, mais c'est pas facile. Tu sais, même dans le peloton professionnel aujourd'hui, hein, j'ai des sportifs, surtout des cyclistes, parce que c'est le milieu duquel je suis le plus proche, qui me disent, mais mec, j'ai 2 crédits, 3 crédits sur le dos, je prends 15 000 par mois, tu ferais quoi là? Bah, j'ai rien à dire en fait. Tu veux lui dire quoi au gars? Bah arrête, quitte ta femme, laisse tes gosses, va faire du bilboquet ou va traverser l'Himalaya, c'est mortel. Non, je lui dis rien, je lui dis fais mon mec, fais. Mais juste n'oublie pas tes rêves. Si t'as des trucs, fais-les, fais-en un tout petit peu ou fais-le. Tu vois, t'as ta vie, t'as tes choses, t'as ta famille, t'as tes amis, mais n'oublie pas, fais des choses pour toi, fais des choses qui vont vers ton bonheur. Et c'est peut-être ça ton bonheur, voilà. Waouh, bon, on va essayer de recentrer le débat parce que moi ça me parle tout ce que tu dis. Malgré tout, bah, justement, je voudrais qu'on revienne sur la partie, qu'on revienne un peu sur la partie financement de tout ça, parce que même aller au bout de ses rêves, j'imagine que ça a un coût. Alors déjà, comme j'ai la chance que tu sois à la fois aventurier, mais que tu sois passé aussi par le haut niveau. Rapidement, sur la phase, sur les quelques années où tu étais dans le haut niveau, comment est-ce que tu finançais ta carrière? Est-ce que tu avais la chance de vivre chez papa-maman et donc de profiter de leur hospitalité? Ou est-ce que, au contraire, bah, dès que tu as commencé à être pro, ça a été un combat de tous les jours, il a fallu trouver un contrat, des sponsors et autres? Bah, en fait, le truc, c'est que même quand t'es chez papa-maman, quand t'as un niveau élite, bah, t'es un clochard, en fait, tu vois. Tu sais, j'ai des moments, je prenais 437 euros par mois, tu vois. Alors, c'est le salaire d'un stagiaire, mais c'est souvent les parents qui payent le loyer. Je vivais en région parisienne, donc c'est extrêmement cher. Du coup, bah, ouais, au début, je travaillais à mi-temps, tu vois. Je travaillais le matin dans un journal et l'après-midi, je m'entraînais ou l'inverse. Voilà, mais le principal, ouais, la plupart du temps, je m'entraînais l'après-midi. Je préférais bosser le matin, sinon j'y arrivais pas. Du coup, voilà quoi. Je travaillais à mi-temps et puis un jour, j'ai pété un câble et j'ai dit à mon père, bah, je veux faire que du vélo. Il me dit, bah, c'est bien, bah, vas-y. Mais c'est pas un métier, Steven, tu vois. J'ai dit, bah, si, c'est un métier. Il y en a qui sont, ouais, bah, on verra. Et du coup, en gros, il m'a mis un ultimatum. Il m'a laissé 2 ans, donc j'avais mis de côté un petit peu. On m'a pas aidé, hein, tu vois. J'avais mis de côté. Et j'ai essayé pendant 2 ans de passer pro. Du coup, bah, j'ai signé dans une meilleure équipe. Tu vois, j'ai mis un an où je me suis un peu surendetté. Tu vois, jusqu'à un jour, mon meilleur ami était rentré d'une grosse course en Alsace et il m'avait offert, je pense, il y avait 5 kilos de pâtes. Tu vois, et j'ai mangé que ça pendant un mois et demi, quoi. Parce que j'avais plus de fric. Je pouvais même plus payer mon loyer, plus rien, quoi. Je pouvais même plus bouffer. Je disais rien, j'avais honte. Tu vois, je disais pas à mon équipe.
Et un jour, mon directeur sportif, il me l'avait dit, quoi. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Je dis, bah, je me sens pas bien, en fait. Je lui explique, quoi. J'étais à la limite du burn-out. Par contre, j'étais hyper fort sur le vélo. Parce que quand t'as faim, bah, ouais, t'as la rage, quoi. Du coup, bah, j'étais bien sur le vélo, mais le reste du temps, j'étais découpé, quoi, tu vois. Donc voilà, et là c'était dur, tu vois, j'avais même pas de partenaire qui me filait des chaussures de vélo. Enfin, j'étais obligé d'acheter ton matos, hormis le vélo qui t'est fourni. Enfin voilà, t'as tout le matos qu'il faut sur ton vélo, t'as tout l'équipement, sauf les shoes. Après, j'ai eu un sponsoring avec une marque italienne, tu vois, mais c'était galère, quoi. Et puis des fois, tu payes tes frais de déplacement. Du coup, bah ouais, quand tu dois prendre le train quand tu as une course dans les Alpes, quand tu vois le billet à 78 euros et que tu gagnes 400 balles par mois, bah ouais, tu réfléchis, quoi. Donc, t'as plus qu'une solution, c'est d'aller chercher la médaille et le prize money. Ouais, bah gagner du fric en gagnant ou essayer de faire des courses où il y a de l'argent ou voilà, quoi. Essayer de te débrouiller ou c'est compliqué. C'était très compliqué cette période. Puis après, j'ai fait une autre équipe où j'ai gagné un petit peu plus d'argent, où il y avait un peu plus de primes, etc. Et l'année d'après, je signe dans une autre équipe. Et pour moi, c'était la fin de carrière parce que j'en pouvais plus en fait. Et j'aurais jamais dû signer dans cette équipe. Mais en même temps, ça a été la leçon de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas été payé pendant 4-5 mois. Et en fait, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de pas être payé. Et au moment où je suis payé, le mois d'après, j'arrête le vélo. Le mois d'après, après les championnats de France, j'arrête parce que c'était trop dur. C'était trop dur et voilà. Et 15 jours après, je retravaillais à Decathlon de 7h à 10h. Je faisais mes études pendant 5, 6, 7 heures par jour. Et le soir, je retravaillais à Bercy en tant que hôte pour des VIP. Enfin, et je faisais ça tous les jours pendant. Ça a duré 2 ans comme ça. Tout en montant ma boîte. Enfin, j'étais complètement barjo à cette époque-là. Je me suis toujours un peu, mais je bossais dur en fait. Je bossais dur parce que sinon, je devenais fou en fait. Après ma carrière, je devenais dingo, quoi. Donc voilà. Ok. Et aujourd'hui, c'est un peu plus simple, on va dire, enfin différent. Alors sur cette période où tu galérais dans le vélo en tant que cycliste professionnel, Mm. comment est-ce que tu allais à la recherche des sponsors déjà? Est-ce que c'est toi qui dois te débrouiller pour trouver des partenaires ou des sponsors? Ou est-ce que en étant dans une équipe, c'est l'équipe qui va à la recherche de ça, puis après qui redistribue en prenant une petite commission au passage, j'imagine, pour payer les déplacements et les membres de l'équipe? Comment ça se passe? En tout cas dans le vélo et peut-être à la limite au regard de ce que tu sais, peut-être que c'est pas uniquement, enfin, je veux dire, ce que tu as vécu dans une ou deux équipes, est-ce que ça se passe pareil dans toutes les équipes ou est-ce que c'était spécifique aux équipes que tu as rejointes? Non, mais moi j'étais un petit coureur. J'étais un petit coureur dans des petites équipes. Voilà, moi je suis jamais passé pro tour comme les gars du Tour de France, quoi. J'étais un tout petit coureur. Donc je gagnais pas de fric. Donc aujourd'hui dans le vélo, tu as un salaire minimum quand tu passes en coureur pro tour, c'est-à-dire pro team, c'est le Tour de France, c'est le Tour d'Espagne, c'est le Tour d'Italie. Enfin, c'est toutes les courses, les plus grandes courses du monde, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège. Et moi, j'étais beaucoup moins bon que ça. Du coup, bah, j'avais pas de salaire minimum, j'avais pas forcément. En fait, plus ton équipe elle est petite, moins t'as de choses, quoi. J'avais un manager dans mon équipe, mais il ne trouvait pas de partenaire, quoi. Ou bien il me trouvait des choses, je les mettais, je me sentais pas bien, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est compliqué parce que c'est toi qui dois t'adapter à ton équipement et pas l'équipement à toi. Et du coup, comment être performant quand tu te sens pas bien sur ton vélo, dans tes ponts, dans tes trucs. Enfin, je fais pas du tout de caprice, hein. Mais c'est pas facile, tu vois. Le vélo, c'est quand même un truc où si tu fais beaucoup de coups de pédale dans la journée, tu peux vraiment vite te blesser, contrairement à ce qu'on peut croire. Et c'est un sport qui est tellement dur que vaut mieux être bien dans ton fauteuil, quoi. Parce que si tu passes du temps à être sur une planche de bois toute la journée pendant 5-6 heures tous les jours, bah, tu vas recevoir, quoi. Tu sais que tu vas recevoir. Du coup, non, non, c'était très amateur, très à l'arrache. On était un peu livrés à nous-mêmes et voilà. Mais c'est comme ça. Tu vois, ça m'a appris beaucoup de choses et aujourd'hui, j'ai appris vachement parce que j'ai été dans la galère. Enfin, j'étais pas dans la rue, tu vois, mais il y a des moments où, tu vois, où c'était compliqué, quoi. Parce que quand tu sais pas ce que tu as bouffé
et que tu te rends compte que tu achètes des steaks hachés, des faux steaks hachés qui coûtent 1,99 € parce que tu vois que ça et tu sais qu'il faut que tu manges. Enfin, aujourd'hui, je mange plus de viande, mais je me rappelle qu'à l'époque, j'ai acheté ça parce que j'avais un médecin qui me disait qu'il fallait manger de la viande rouge et tout. Putain, je me rappelle de cette époque, ouais, vraiment, vraiment bien et ouais, c'est dur, mais ça forge, quoi. C'est comme ça. Alors après, bon, passons sur la partie salariat que tu nous as expliqué tout à l'heure. Et puis un jour, bah, tu te décides justement à tout plaquer, à partir à l'aventure. Dans un premier temps, partir, tu l'as dit, à l'aventure au Tibet ou au Népal, je sais plus. Ouais, Népal, ouais. Ouais. Népal. Là, tu passes 120 jours là-bas, c'est ça? Ouais, première année au Népal, ouais, 120 jours, 120 jours, et vraiment, ouais, vraiment tout sur l'argent que j'avais pu gagner, vraiment à pas dépenser grand-chose, j'avais besoin de rien et ouais, je vivais de rien en fait. Du coup, voilà quoi. Et puis oui, j'avais un petit partenaire équipement, enfin j'en avais plusieurs même. Et tout ce que j'avais appris dans les 3, 4 années précédentes, parce que j'ai quand même fait une école d'image et médias. Donc, je sais comment marchent un petit peu les médias, je sais un petit peu comment marchent les marques, le marketing digital, le marketing sportif, le sponsoring, l'événementiel, enfin bref. J'ai des notions dans toutes ces choses-là. Et ça m'a permis, oui, d'avoir un réseau aussi qui peut me permettre d'avoir des partenaires, mais enfin, d'avoir des t-shirts, c'est cool, mais ça te fait pas bouffer à la fin du mois, quoi. Donc, euh, donc voilà, tu vois, quand il y a des marques qui me disent, oui, bah nous, on peut t'équiper, bah ouais, ou bien on peut te donner des lunettes, mais la lunette, ça se mange pas, quoi. Donc à part si tu les revends sur Vinted, comme beaucoup font, tu vois, mais je déteste faire ça, voilà, quoi. Ouais, même aujourd'hui, hein, c'est pas évident, tu vois, d'avoir des partenaires qui comprennent et puis voilà. Mais c'est souvent de l'affect en fait. Les gens aiment bien ce que tu fais et puis ils viennent quoi. Ok. Et du coup, donc ça c'est au début quand tu pars au Népal. Tu nous as dit que tu as Ouais. failli rentrer dans un monastère. Est-ce que là ton objectif de partir était juste guidé par bah, le fait de couper les ponts, de voir autre chose, de te recentrer, peut-être d'apprendre à méditer, ou est-ce qu'il y avait déjà un arrière-goût, une idée d'aventure, d'expédition, de découverte? Est-ce que tu étais à pied? Est-ce que c'était du vélo? C'était comment? Ah non, j'étais à pied, hein. Moi, je pars 120 jours. J'ai 60 kilos de fringues pour des enfants dans les bidonvilles de Katmandou. Je savais pas qui allait m'accueillir, je savais pas quand, je savais pas comment était l'aéroport, la ville, où est-ce que j'allais dormir, qui est-ce que j'allais rencontrer. Et j'ai fait ça, quoi. C'était, ouais, tous les jours, c'était une découverte. Tous les jours, c'était une nouvelle vie, quoi. Tu vois, tous les jours, j'avais l'impression que j'étais en renaissance, quoi. C'était ouf parce que c'était un peu l'alchimiste, quoi. Tout m'indiquait que j'étais sur le bon chemin et quand j'étais pas sur le bon, bah, je prenais une claque, tu vois. Enfin, il se passait toujours 1000 choses dans la journée parce que quand tu prends des risques ou tu vas à l'aventure envers toi-même et les autres, bah, il t'arrive toujours des choses. Il y a que ceux qui font rien qui n'arrive rien, tu vois. Et même eux, il arrive des merdes. Donc, ouais, non, 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 j'étais pas du tout parti pour être aventurier. J'étais parti pour être heureux, quoi, tu vois. J'étais parti pour apprendre à être heureux. Le reste, méditer, tout ça, ce n'est que des skills dans l'attirail, dans la trousse à outils du mécano du bonheur, tu vois. Mais franchement, j'étais pas parti pour me prendre pour Mike Horn et tout ça. J'en avais absolument rien à foutre, quoi. J'avais juste envie d'être heureux, d'aller au bout de ce rêve de bonheur, d'apaisement, de simplicité, de me barrer de là, tu vois. Vraiment, c'était ça en fait. Je me barrer de là. C'était que ce truc. Putain, lâchez-moi, quoi. Tu vois, j'en avais qu'une envie, c'était d'être dans cet avion et libéré, quoi. Délivré. Bon, tu chantes alors, c'est ça? Ouais, pas très très bien en fait. J'ai beaucoup de qualités, mais je pense que un de mes pires défauts, ça doit être la chanson. Bon, bah ça va. On se Ouais, rejoint sur pas mal de choses, hein. La Normandie, ouais, la chanson, le sport, l'envie ouais, de découvrir, bref. ouais. Ok, donc là tu pars cette finalement première expé improvisée où tu pars vraiment à l'aventure, mais dans le Mm. sens sans rien préparer, sans rien calculer.
tu reviens quand même un jour en Occident. Et est-ce que ça a été, quand tu reviens, le déclic pour te dire, bon, bah voilà, c'est vraiment ce que je veux faire, je veux vivre de mes passions, à la chasse, enfin, chasser mes rêves, et du coup, je vais tout faire pour devenir aventurier professionnel? Ouais, il y a un peu de ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Moi, je réfléchis pas comme ça. Tu vois, je reçois souvent des mails de mecs, notamment sur LinkedIn, qui me disent, oui, bah, tu vois, moi, je suis dans la finance. Je sais pas exactement comment je dois calibrer mon truc. Tu vois, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aimerais savoir comment t'as fait. En fait, j'ai l'impression que les mecs, ils veulent que je leur fasse un tableau Excel des skills qu'il faut, tu vois, des steps qu'il faut faire pour devenir Steven Le Yarrick, pour devenir machin. Est-ce que j'ai demandé à Mark Zuckerberg comment il a fait pour gagner autant d'argent? Est-ce que je vais voir le patron de Microsoft et dire, putain, mec, c'est quoi la recette du gâteau au chocolat pour devenir un mec comme toi? Tu vois, ça marche pas en fait. Je suis moi, on est tous un, tu vois, on est tous un, et ça sert à rien de vouloir faire la même chose que les autres. Et moi, à ce moment-là, je savais pas, je savais rien, j'étais perdu, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir, quoi. Et sur mon chemin, j'ai rencontré des mecs, je rencontre un mec qui a une asso qui sponsorise le nettoyage du camp de base de l'Everest, enfin du camp de base, même camp 1, camp 2, camp 3, jusqu'au camp 4, quoi, presque jusqu'au sommet. Il envoyait 50 Sherpas népalais, plus des Français, nettoyer, enfin c'était surtout les Népalais qui descendaient les détritus, mais des bouteilles d'oxygène, des tentes, plein de choses, tu vois, plein des ferrailles, plein de trucs, des échelles, enfin bref, la folie, parce que c'est une décharge à ciel ouvert, le camp de base de l'Everest côté népalais, hein, je précise bien. Et voilà. Et ça s'appelait Everest Green, cette expédition, et ils nettoyaient l'Everest, ils en ont fait un documentaire. Et en fait, je rencontre un aventurier là-bas, Jean-Michel Jorda, qui me dit, bah ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait truc. Putain, je me dis, mec, putain, respect, tu vois, j'ai admiration parce que il dit, c'est beau, il me dit, et toi, tu fais quoi? Je lui dis, bah là, je suis en train de faire ça. J'avais envie qu'il m'emmène à un sommet à 7000, là. Je dis, bah ouais, peut-être que au lieu d'aller avec un Népalais, je peux y aller avec lui. Manque de peau, ils ont une fenêtre pour l'Everest. Il le montait, lui, 2 jours après. Du coup, il va faire son Everest. Et il m'explique, l'avant-veille de son Everest, là, qu'il a traversé une partie de l'Himalaya à vélo, qu'il a fait ci. Et en fait, l'Himalaya à vélo, tu vois, je me dis, putain, ce truc a changé ma vie, tu vois, le Népal a complètement changé ma vie. Le vélo, c'est quand même ce qui me caractérise et ce qui m'a appris des milliers de choses, des bonnes, des mauvaises, qui m'a abîmé à des moments, mais qui m'a appris aussi beaucoup. Et c'est pourquoi j'essaierais pas de faire du vélo sur l'Himalaya, tu vois. Il serait ouf, quoi. Et il me parle du Great Himalaya Trail. Donc, ça fait 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif. Et voilà. Et je décide de faire ça. Donc, ensuite, bah, je rentre. Donc, je traverse la France en rentrant parce que j'ai 2 copains qui sont fait renverser. Du coup, j'ai fait une aventure pour me préparer pour cette future aventure, mais surtout pour avoir de la médiatisation sur un projet comme celui-là, quoi. Et du coup, ouais, c'était un peu une bataille pour moi d'une première bataille pour médiatiser ce projet, essayer de trouver des partenaires, essayer de trouver des choses. Et puis j'ai compris des trucs, tu vois, c'est qu'en essayant que j'ai trouvé. Et puis ensuite, ouais, je me suis lancé dans cette espèce de grande campagne de sponsoring, médiatisation, marketer mon projet. Enfin, je l'ai appelé Rêve d'Himalaya tout simplement parce que c'était un rêve, tu vois. Et ensuite, faire un logo, faire une identité graphique, proposer le projet à des marques, à mon réseau, tu vois, dans un premier temps. Et après, aux amis de mes amis, qui sont devenus pour certains mes amis, d'autres qui n'ont toujours pas compris ce que je faisais et qui comprennent toujours pas. Mais c'est toujours comme ça, tu vois, dans le marketing ou dans le sponsoring, tu vas contacter 500 personnes, tu en as 2 qui vont dire, putain, c'est génial ce que tu fais, et 498 qui vont dire, ouais, on vous rappelle dans 48 heures, ouais, et qui te rappellent jamais, tu vois, ça fait 5 ans, mais tu vois, c'est ça le truc, c'est de se battre tout le temps pour essayer de trouver des partenaires. J'avais notamment une collaboration avec France Télévisions, avec France TV Info. Tu vois, j'avais entre 2 et 7 minutes dans le JT de Samuel Etienne tous les vendredis matins. Du coup, tu avais tous les mecs qui arrivaient au bureau, qui buvaient un café à 9h20. Putain, c'est le gars de l'Himalaya en vélo, tu vois. Du coup, j'étais dans tous les JT le vendredi et j'ai eu une 10-15 partenaires.
Et je suis retombé presque sur mes pieds financièrement, mais ça a été pas facile, tu vois. Là, ça a été vendu aussi à la télé, sur la chaîne, c'est passé sur la chaîne Voyage il y a une trentaine de jours. Ça a été monté en 2 documentaires de 52 minutes, mais tout ça, fallait le filmer. Du coup, j'avais un movie maker qui est venu entre 50 et 60% du temps de cette traversée, qui repartait, qui envoyait des images. Enfin, c'était une belle galère aussi pour lui, différente, mais grosse galère parce qu'il était à pied. Parce qu'en vélo, il en aurait chié grave et puis c'est quand même assez dangereux. Et puis un Sherpa, parce que j'avais envie de le partager avec quelqu'un et je l'ai partagé avec Ken Gawang, qui est un petit Népalais très énergique et voilà, qui était mon guide, mais qui est devenu mon pote aussi au fur et à mesure des jours, même si on a vécu une belle bataille et que j'ai failli le tuer plusieurs fois parce qu'on pouvait plus se piffrer au bout de 20 jours, quoi. Mais bon, c'est la guerre, quoi. Au-dessus de 5000, tu deviens vite fou, quoi. Ouais, et tu Voilà. disais tout à l'heure que tu étais déjà un peu barré, donc j'imagine que un peu barré plus l'altitude, ça doit pas aider. Ouais, en fait, le mal des montagnes, il arrive dans un premier temps par soit de l'énervement, soit de l'agacement, mais c'est comme si tu avais tes règles. Enfin, j'ai jamais eu mes règles, hein, mais tu vois, c'est comme si tu deviens chiant, en fait, tu deviens con et l'effort physique, cette altitude, le manque de sommeil, les 10 à 17 heures d'effort par jour, tu vois, tout ça cumulé, les incertitudes, tu vois, beaucoup de neige qui tombe dans les 20 premiers jours de cette expé. Tu vois, tout ça, ça s'accumule et ouais, t'as envie de tuer tout le monde, quoi. Et le seul mec en face de toi, bah, c'est Nawang. Et, Donc, et ton Sherpa, il était à pied, lui, ou il était en vélo aussi? vélo, vélo. Je pense, c'est le seul Népalais qui aurait été capable de faire ça et il l'a très bien fait. Parce que, euh, parce que ouais, il est pas allé au bout et puis il est retourné une fois à Katmandou, mais pour réparer son vélo qu'il avait explosé à 2 reprises. Mais ouais, ouais, il était solide. Bah, au-dessus de 4 mètres, 4000 mètres, il était plus fort que moi, ouais. 3005, 4000. Ah ouais, il me découpait, quoi. En dessous, je pouvais jouer, quoi. Je pense entre 1000 et 2005, 3000, je pouvais limite le faire péter, quoi. Mais après il me tuait, quoi. Ouais, bah, Ouais. j'imagine qu'il avait l'habitude de l'altitude, et donc Bah, il est pour né à lui, 4000, alors déjà, voilà, voilà. ça aide. Et il était porteur dès l'âge de 9 ans, donc il portait des charges entre 20 et 50 kilos sur des descentes complètement, enfin bref, sur les descentes de trekking du camp de base de l'Everest. Donc, quand t'es porteur entre 8 et 12 ans, déjà, c'est cool, quoi. Nous, on a du mal à te faire porter un bac d'eau quand t'as 9 ans. Imagine là-bas quand tu portes 50, Ouais. c'est un mec normal, quoi. Ok. Et bah, pour revenir sur l'aspect vraiment vénal, ta première expédition, une première expédition comme ça, est-ce que tu te souviens déjà comment tu as monté le budget et puis le budget avec lequel tu es parti, le budget que tu as réussi à négocier avec partenaires, sponsors, médias. Tiens, puis d'ailleurs, une question qui corollaire, est-ce que tu es payé pour apparaître dans les médias? Alors je le dis direct parce que ça j'ai souvent beaucoup de questions, notamment ces scientifiques de LinkedIn qui me disent putain tu fais beaucoup de médias, tu dois gagner vachement de fric. Ou t'as de la chance, t'es pistonné. Mais je n'ai jamais gagné 1 euro à passer dans les médias, hormis quand je vends un documentaire. Mais quand je vends des images, c'est pas des sujets, c'est des documentaires. Et les photos à des magazines, on a vendu peut-être allez, 3 fois, 4 fois peut-être, mais jamais plus. Du coup, ouais, pas facile, tu vois, j'ai dû vendre 3 4 papiers, mais sinon, c'est du gratos, quoi. Du coup, non, je gagne pas de fric à ça, sauf quand tu vends des documentaires. Et en gros, Rêve d'Himalaya, c'est un budget c'est, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est rien du tout. Je pense que c'est 25 000 euros, un truc comme ça, entre 20 et 25 000 euros. Donc voilà, tu vois, c'est 3 personnes pendant 80 jours, hein. Tu vois, 51 jours d'aventure, mais en gros, ça fait 80 jours au Népal, avec des vols, avec des 4x4 à prendre pour le caméraman, des motos, des machins, des tuk-tuk, des conneries, enfin, de la bouffe. Ouais, c'est tout ça, en fait. Qu'est-ce que tu dois payer? Bah, Nawang, il coûte cher, tu vois. Nawang, il m'a coûté 6000, l'équivalent de 6000 euros, quoi. Tu vois, je l'ai bien payé. Je pense qu'il a vécu avec ça pendant 1 ou 2 ans. Mais en même temps,
En même temps, ça valait ce prix-là, et puis voilà, quoi. Mais en gros, ouais, j'ai dessiné un budget comme tu le fais quand tu es chef de projet ou dans une boîte de prod ou pour n'importe quel entrepreneur. Tu regardes tes coûts, tu regardes combien tu dois amener à trouver chez des partenaires. Mais au début, ouais, c'était un peu. En fait, j'ai tellement eu de mal. Au début, je vends le budget global, j'essaie de vendre des trucs. Et en fait, au fur et à mesure, je mentais, quoi. J'allais voir les partenaires, ils disaient, bah là, ouais, il me manque juste 5 000 € pour finaliser le budget de l'expé. J'avais pas un copec. Et ils me disaient, 5 000, c'est vraiment 5 000, c'est vrai. Je dis, ouais, ouais, 5 000. Bah, nous, on te les donne. Putain. Et il me serrait la main, tu sais, il se disait, putain, on l'a sauvé, quoi. On lui a sauvé la life, quoi. Et je disais, putain, merci, c'est grâce à toi et tout. Et en fait, j'ai fait ça à 4-5 personnes, et puis voilà, et je me suis démerdé comme ça, quoi. Bon, Mais, je note comme mais stratégie, hein. ouais, ouais, et puis il y a autre chose, c'est que, il faut penser toujours à ça. Quand c'est des micro-collabs où on t'envoie deux, trois slips, deux, trois pantalons de randonnée et une casquette Patagonia, c'est cool, tu vois, t'es content. Ça arrive vite. Mais quand tu fais des budgets, même 5 000 €, bah, l'entreprise, elle va te dire oui, bah, on te paye 60 jours fin de mois. Je fais, voilà. 60 jours fin de mois, c'est-à-dire quand je reviens, quoi. Oui, oui, quand tu reviens. Ah non, non, mais c'est pas possible, moi je veux l'argent demain. Tu sais, parce que toi, tu as des besoins réels, quoi. Tu vois, j'ai dû acheter du matériel vidéo, j'ai dû acheter un drone. Tu vois, c'est des petits coûts, mais cumulés, c'était vite on avait 5 000 € de frais prod et tout ça, quoi. Après, il fallait acheter du matériel vélo, du matériel ci, tu vois, ça va très, très vite. Du coup, voilà, il faut, euh, il faut gérer tout ça, ouais. Alors, cool. Donc, plein d'infos sur cette première expé. Et justement, qu'est-ce que tu as tiré? Alors, je ne parle pas du point de vue personnel, du point de vue historique, du point de vue environnemental, du point de vue transmission aux autres, parce que ça, on en a déjà bien parlé, mais du point de vue justement budget, finance des expéditions, des aventures, des projets. Est-ce que tu en as tiré quelque chose pour tes projets, tes expéditions suivantes? Et si oui, est-ce que bah, justement tu peux nous dire ce que c'était les bons ou les mauvais côtés de ce que tu as tiré? Ouais, bah miser sur les outils, hein, sur les outils innovants qui sont plus très innovants aujourd'hui, mais qui sont toujours d'actualité, les réseaux sociaux pour moi, parce que en fait les entreprises elles regardent que ça, quoi. Après elles regardent d'autres trucs, c'est cool quand tu passes à la télé, mais tu sais moi je suis passé à la télé, j'ai eu Stade 2, tout le sport deux fois, c'est 6 millions de personnes hein, cumulées, hein, mais il y a des marques qui en ont rien à foutre, quoi. Et quand je dis des marques, c'est des très grosses marques, elles me disent bah ouais, mais en fait t'as que 2000 followers. Enfin, aujourd'hui, tu vois, j'en ai un peu plus, mais à l'époque, je pense que j'avais ça, 1000, 2000 ou 3000. Et ils me disaient, ah ouais, putain, mais c'est chaud. En gros, ils se disent, ouais, le mec, il touche 500 personnes, quoi. Et ils réfléchissent comme ça, du coup, bah, miser sur les réseaux sociaux. Le deuxième truc, c'est miser sur la vidéo, tu vois. En fait, je parle pas de fric, là, mais en fait, si vous faites pas ça, les boîtes, elles s'en foutent. Les marques, si tu crées pas de contenu aujourd'hui, bah tu sers à rien, quoi, tu vois. C'est cool hein, de vivre une aventure et tout. Après, si tu fais un truc où c'est des mécènes qui arrivent ou des associations qui te donnent de l'argent ou un éditeur, par exemple, qui te paye une expédition et tu écris un livre derrière, c'est pas la même chose. Mais moi, je suis spécialiste de l'image, tu vois. Je suis spécialiste de faire rêver les gens à travers un écran. Tu vois, c'était mon truc à moi quand je travaillais. Du coup, bah, j'ai essayé de mettre ces qualités-là en avant. Donc, miser sur vous, essayer de vous former, essayer d'apprendre, à prendre des photos, d'apprendre à faire de la vidéo, d'apprendre à parler devant une caméra. Et après, ouais, je vais te dire un conseil de ce que je viens de dire, mais mentez, ouais. Dites qu'il vous manque que 300 € ou 500 ou 10 000. Mais non, mais en fait, les boîtes, c'est comme un crowdfunding, enfin, un financement participatif. Quand tu vois que la campagne, il manque 8 000 €, bah, t'as pas envie de mettre tes 20 balles, quoi. Et quand tu vois qu'il manque 727 € ou 225, tu vois, ah, putain, le mec, il va bientôt y arriver. Allez, je mets 25 balles. Tu vois, Ouais. c'est toujours un peu comme ça, quoi. Quand tu arrives au bout du truc, c'est comme si quand je vois une expé, mes trucs, ou quand tu vois une épreuve, une course, un machin, quand je coach quelqu'un mentalement ou physiquement pour un truc, et je dis toujours, mais découpe ta course, quoi. Tu vois, découpe tes trucs.
Il te dit pas qu'il y a 350 km à courir, ou te dit pas que comme l'Himalaya, il y a 2000 km. Non, t'as pas 2000 km. T'as, allez, 50 fois, pas beaucoup. Donc, voilà, pense comme ça. Réfléchis comme ça, et c'est plus comme ça. Dis-toi que de toute façon, il faut faire 10 heures tous les jours, et basta, quoi. Ouais, c'est une approche qu'a aussi mon entraîneur, notamment quand je préparais l'Ironman, qui me disait, parce que Ouais, il sait que j'en chie pas mal sur la course à pied, et il me disait de toute façon, à partir du premier kilomètre, à chaque fois que tu vois un panneau, c'est pas il te reste encore 41, c'est il ne te ouais, reste plus que 41, plus ouais, que ouais, 40, plus que 5, et plus tu vas te rapprocher du but, et ben plus finalement ça va être facile parce que le chiffre descend. Je suis tout à fait d'accord avec toi et avec cette approche. Ok, donc financement de la première expé un peu à l'arrache et recherche de partenaires et puis de sponsors en leur disant allez mec aide-moi s'il te plaît, il me reste que 5000 balles alors qu'en fait t'avais rien, t'as refait le coup plusieurs fois et puis ça t'a permis de boucler le budget. J'ai noté quand même que tout à l'heure tu nous as dit que t'étais presque retombé sur tes pattes quand t'es revenu de l'Himalaya, donc de ta première Non, expé. aujourd'hui, je suis retombé. Ah, Mais quand je suis revenu, non, j'étais pas retombé. Non, ce qui m'a permis de retomber aujourd'hui, c'est de vendre ces documentaires, et voilà. Mais non, 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 c'est pas facile, hein, de. D'ailleurs, j'ai eu une discussion récemment avec un spécialiste des explorateurs et aventuriers. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'explorateurs, même les plus célèbres, en France et à l'étranger, qui sont surendettés, quoi. Surendettés, puisqu'ils ont des bateaux à quai depuis 25 ans, parce qu'ils ont des loyers monumentaux pour des trucs dont ils n'ont même pas connaissance, en Russie, en machin, en truc, tu vois. Et puis c'est des budgets de dingue, tu as toujours des frais cachés, tu vois. C'est comme quand tu produis une vidéo, bah tu dis ouais, ça va me coûter 1500 euros, et tu sais que tu vas te payer 2005, quoi, tu vois. C'est toujours comme ça, quoi. Et les aventuriers, c'est souvent ça, ouais. Souvent, souvent ça. Du coup, ouais, ça m'a coûté plus cher, évidemment, et ouais, je suis un peu retombé sur mes pieds, mais il m'a fallu, ça fait quand même quelques années maintenant. Donc voilà. ok, donc je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de toi, de toi en tant que sportif pro, de toi en tant qu'aventurier, en tant que découvreur, en tant qu'expéditeur. Est-ce que tu veux bien un peu comme tu l'avais fait sur Extraterrien, te livrer au jeu des petites questions rapides, des petites questions Ouais, knack. vas-y, Ok. Alors je te le souhaite. la première question que j'aime bien poser à mes invités, je vais peut-être la découper en deux. La première partie, ce serait si tu pouvais te transformer en un tout petit Steven et te parler au Steven de 5 ans et demi, quand tu découvres le vélo, qu'est-ce que tu te dirais? Et puis même question, mais finalement à 24 ans, quand tu plaques tout et que tu commences à te lancer dans les expéditions ou ton premier voyage au Népal, qu'est-ce que tu te dirais? Bah, ne lâche rien. Et je me dirais, ne lâche rien. Voilà. Donc en gros, ne lâche rien, quoi. Non, mais ne t'arrête jamais de rêver, en fait. La vérité, c'est ça, n'arrête jamais de rêver, et puis voilà. Mais lâche rien, parce que si tu veux y arriver, il faut quand même t'accrocher un peu à tes rêves. C'est pour ça que je dis ne lâche rien. Super. Ouais. Euh, Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui justement veut se lancer dans l'aventure, bon là tu nous en as déjà donné plein. Oublions tous ces scientifiques, tous ces apothicaires, tous ces financiers de LinkedIn qui te contactent en disant donne-moi la checklist et puis j'y vais. Non, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est vraiment que tu sens motivé et qui peut le faire, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, la même chose que je leur dis à eux, hein. Barre-toi, quoi. Barre-toi. Je dis, vas-y, quoi. Vas-y, J'ai un copain, très bon copain, qui travaille dans une grosse boîte d'aéronautique, enfin bref, qui a un job en or qui lui plaît, mais il a toujours envie de faire du manuel et tout, et je lui ai fait monter 2 vélos à moi, et il me dit, putain, t'as changé ma vie, mec. Et il me dit, pourquoi? Bah, parce qu'à chaque fois que tu me dis, fais-le, quoi. Et à chaque fois qu'il me demande un truc, et il me dit, ouais, putain, tu crois que je pourrais? Bah, je dis, bah, vas-y. Tu vois, Just Do It, franchement, c'est un truc qui est tellement bien réussi, tellement bien pensé, parce que, bah, fais-le, quoi. Tu vois, pourquoi tu es toujours en train de te poser des questions, de pleurer, de réfléchir? Fais-le. Mets tes chaussures, là, à 5 euros, à 10 euros, à 500 balles. Mets ton truc, mets-toi une bonne veste, une bonne casquette, un bon sac à dos, un bon équipement, et barre-toi, quoi. Tu réfléchiras sur le chemin. De toute façon, tu vas en prendre des cartons, même si tu es super bien équipé, même si tu as l'impression d'avoir
tout capter. En fait, tu vas prendre des trucs parce que justement, tu as trop d'équipements. Donc, l'idée, c'est d'y aller, quoi. Une fois que tu es parti, tu réfléchis sur le chemin. Tu as toujours l'aventure qui va te rattraper. Donc, voilà. Ok. Comment est-ce qu'on vit entre deux expéditions? Financièrement, déjà, puisque c'est un peu aussi le but de ce podcast, et puis psychologiquement. Comment est-ce qu'on se remet d'une expédition? Comment est-ce qu'on vit entre deux? Et comment est-ce qu'on repart? Est-ce que tu penses déjà à ta prochaine expé quand t'es sur le toit de l'Himalaya ou finalement t'attends de redescendre et puis te poser et te dire ok, j'ai trouvé un nouveau projet, un nouveau truc fou à faire et j'y vais? Moi, je pense qu'à ça, en fait. Je pense qu'à ça, c'est-à-dire que déjà, je définis mon expé d'après. C'est pas que je la définis, mais souvent, elle m'arrive dans la tronche parce que je me dis qu'est-ce que je pourrais faire après. Et par exemple, quand je fais Rêve d'Himalaya, bah, je savais déjà que j'allais faire un projet qui serait dans les 6 déserts les plus durs du monde, en commençant par Paris-Dakar en vélo, tu vois, qui serait l'introduction d'un projet qui est complètement monumental et complètement fou, tu vois. Parce que je savais qu'il fallait que je rende hommage à la planète comme ça, parce que c'est ma meilleure manière de montrer la dimension de l'homme dans des univers qui sont quand même assez hostiles, de montrer qu'on est tout petit, qu'on est complètement con parce qu'on fait n'importe quoi depuis des centaines d'années et qu'on est, tu vois, qu'on est rien face à cette immensité. Donc, tu vois, ce truc, il m'est venu dans l'avion en revenant du Népal. Et non, j'ai surtout sur le vélo, j'ai 1000 idées, quoi. Donc, tu as toujours des trucs qui te viennent, des machins. Tu vois, j'ai envie d'aller à Pékin en vélo, j'ai envie d'aller même à Katmandou en vélo et d'aller jusqu'au camp de base de l'Everest en vélo et de monter un vélo en haut de l'Everest, tu vois, et de descendre une partie avec le bike. Tu vois, j'en ai plein des trucs, des conneries comme ça. Mais tu peux pas tout faire. Il faut mettre du sens, il faut structurer, il faut médiatiser, il faut machin. Du coup, quand tu reviens, bah, tu médiatises, tu essaies de retomber sur tes pattes niveau financier, tu essaies de te remettre avec ton entourage proche ou plus lointain parce que tu étais à 10 000 années-lumière de comprendre ce que eux ils vivaient. Aujourd'hui, bon, je suis un peu plus seul, même si j'ai une copine, les choses sont quand même différentes. Mais c'est pas facile, ouais, de revenir dans le monde réel, entre guillemets, d'expliquer aux gens ce que tu as vécu, au début, j'essayais de donner des leçons au monde entier, en fait, je me prenais pour le Dalai Lama de l'aventure, et en fait, ça sert à rien, parce que les gens, ils peuvent pas comprendre ce que tu as vécu, ils ont pas du tout envie de le comprendre. Parce que, justement, ce qu'ils veulent, c'est expérimenter, et pas que tu leur donnes tout à manger comme ça, quoi. Du coup, ouais, c'est pas évident, j'ai eu des aventures très mal vécues. Tu vois, par exemple, quand le confinement est annoncé, j'étais sur le lac Baïkal, tu vois, je traversais un des plus grands lacs gelés du monde en Sibérie et confinement annoncé, donc je prenais ça un peu à la rigolade parce que évidemment entre le lac Baïkal et être confiné dans ton appartement, tu vois, tu te dis bon, t'inquiète, dans 15 jours c'est réglé et en fait non, ça a duré plusieurs mois. Et je suis passé du lac Baïkal à être confiné pendant plusieurs mois, ouais. Et ça, c'est pas évident, tu vois. Au début, je me suis vachement pris la tête, j'ai voulu pas tout arrêter, mais tu vois, j'ai complètement switché mon business model. Et j'ai commencé à monter des camps d'entraînement. J'ai commencé à aussi essayer de, tu vois, là, j'ai monté une course, enfin une épreuve cycliste pour montrer aussi ce que c'est que l'ultra-endurance, ce que c'est que l'aventure à vélo. Et j'essaie de transmettre aux gens, parce que c'est cool de transmettre à travers des documentaires ou à travers son téléphone, mais c'est bien de le faire en one-to-one ou avec des groupes de 10 à 15 personnes. Et donc, je le fais. Donc, c'est comme ça qu'aussi que je gagne ma vie aujourd'hui. Au-delà des coachings, des conférences, tu vois, c'est ça aussi. Un aventurier, c'est ça, il fait des aventures et il raconte des histoires. Donc, c'est le Pierre Bellemare de l'aventure, quoi. Ah, c'est Indiana Jones. Ouais, Indiana Jones, mais bon, Pierre Bellemare, il est meilleur avec sa moustache et tout, tu vois, Indiana Jones, c'est presque loin de nous, ça me fait rêver, Indiana Jones, évidemment, mais Indiana Jones, on sait pas s'il a tout vécu, tu vois. Et puis ouais, c'est cool d'être pédagogue, de raconter des choses qui ont du sens et d'essayer d'en mettre encore plus dedans et d'enrichir l'expérience de la vie de certaines personnes et de les faire rêver, soit de leur canapé ou soit en face de toi et de leur donner envie de faire quelque chose, quoi. Cool. Avant-dernière question, si tu devais réécrire une page, un passage du livre de ta vie, de ta carrière, qu'est-ce que tu choisirais? D'être gentil avec les gens.
Donc de pas éclater des bidons sur la tête de ton parce que je manager. m'en veux. En fait, je m'en veux à chaque fois que je suis méchant avec quelqu'un, ou que je suis dur, ou que je suis con. En fait, je peux être colérique, je peux péter un câble d'un coup, me mettre des gens à dos alors que je suis adorable. Mais je suis capable de péter des câbles et je suis intenable et inarrêtable, quoi. Mais le feu, quoi. Le feu. Tu vois, je suis tigre de feu en signe chinois, mais c'est exactement ça. Je deviens un espèce de tigre incandescent. Bouh, je vois rouge. Et ça, ouais. Mais ça, on me l'avait dit, hein, tu l'apprends, la patience, tu vois. Être plus patient, mais ça va dans le même truc, mais surtout accepter les cons, accepter les gens qui te font des reproches, accepter plein de choses, tu vois. Mais c'est pas facile, d'être plus bienveillant, voilà. Mais ça m'arrive tous les jours, hein, de péter un câble, donc voilà. Bon, ça va, je suis content. T'as pas pété un câble pendant cette interview malgré les problèmes de connexion. Donc, on n'aura pas vu ta face de tigre de feu. Ah non, mais je me suis dit, putain, c'est quoi ce podcast en carton, le gars, il m'appelle. Mais non, mais j'ai toujours des merdes, en fait. En plus, ça m'arrive rarement pendant les podcasts, mais des fois, tu sais, pendant le confinement, il y a eu une recrudescence de ces outils, que ce soit Zoom, Skype et tout. Et à chaque fois que j'avais quelque chose à dire ou que c'était moi qui avais la parole, oups, le truc déconnait. Putain, j'étais fou, quoi. Mais quand il y a 50 personnes, c'est plus dur que quand on est que deux. Ouais, c'est Voilà. clair. Et puis, dernière question, ça c'est celle que j'apprécie le plus, c'est le passage de témoin. Si tu devais, s'il y avait une personne, une sportive, un sportif, une personne inspirante que tu aimerais entendre sur ce podcast, alors s'il te plaît francophone, parce que toi t'as bougé un peu partout dans le monde, et je pense que mes auditeurs, même s'ils apprécieraient, seraient plus difficiles. Donc, quel nom aurais-tu à nous donner? J'aurais deux noms. Exceptionnellement. Vas-y. J'aurais dans un premier temps Perrine Fage, qui est très proche de moi, et que ouais, j'aimerais bien que tu interviewes, qui a fait notamment, qui est une ancienne, qui a fait de l'équitation à très haut niveau toute sa jeunesse, et aujourd'hui qui fait de l'ultra endurance, qui a eu le record de l'enduroman, qui a gagné la série Biking Man, qui vient de faire la Swiss Peak 360, tu vois, et qui va au bout de ses rêves. En fait, elle est avocate, et à côté de ça, elle fait des trucs hors du commun, et elle inspire, je pense, pas mal de femmes. Génial. Donc ouais. Et puis elle est Barjo aussi, comme ça, c'est cool. Et deuxième serait Jérôme Cousin, qui a été échappé sur le Tour de France, beaucoup du Tour de France, et qui a la même coupe de cheveux que moi et un peu la même gueule quand il est sur le vélo, et qui est un mec bien, et ce serait marrant de voir sa vision, parce que là, il est en train de reprendre ses études, même pendant sa carrière, alors qu'il est cycliste pro en Pro Tour. Et ouais, je serais content d'avoir sa vision. Ok, écoute, je note, et puis si j'arrive pas à les avoir directement, je te demanderai une petite intro, ça te va? Tu les auras. Tu les auras. Nickel. Merci beaucoup, Steven. Est-ce qu'il y a encore un point que tu voudrais aborder, une conclusion à apporter, quelque chose avant que on rende l'antenne, comme on dit dans les médias classiques? Non, simplement, allez au bout de vos rêves, quoi. Allez au bout de vos rêves. N'hésitez jamais, foncez et faites des trucs, même si vous avez des blocages, des peurs. Et de toute façon, on n'a que ça dans la vie. Allez-y, quoi. Essayez, expérimentez, essayez de faire des trucs. Voilà, vous savez pas courir, essayez de courir. Vous savez pas nager, essayez de nager. Vous savez pas, vous avez peur de voyager seul. Enfin voilà, c'est ça la vie, en fait. Il y a 30 000 jours, quoi, dans une vie. C'est pas quand tu auras 75 ans et que tu diras, putain, mais tu vois, je peux plus le faire aujourd'hui parce que, tu vois, j'ai une canne, et tu vois, je trouve ça complètement con de dire, tu vois, j'aurais dû. N'ayez pas ça dans votre tombe. J'aurais dû, j'aurais pu, voilà. Faites-le, quoi. Voilà. Merci, superbe conclusion. Et juste pour finir, justement pour te suivre, pour t'encourager, pour te soutenir, les meilleurs endroits sur les réseaux sociaux ou autres? Ouais, site internet et Instagram, @StevenLeYarrick. Et sur mes réseaux sociaux, ouais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, voilà, j'essaie de faire des vidéos assez régulièrement, même si c'est pas évident de toujours monter les choses, mais Instagram, ouais, c'est là où je poste le plus, donc voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Steven. Il y aura de toute façon tous les liens dans les notes de cet épisode. Et puis,
Je te souhaite bonne continuation, bonnes futures expés parce que mon petit doigt me dit que tu vas pas t'arrêter là. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci à toi. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs!